Ouais, je pense qu'on va commencer les 13 heures. Alors, mon nom c'est Isabelle. Aujourd'hui, on fait une émission pour vous présenter les résultats de notre sondage sur l'effondrement autistique. Et je vais passer la parole à ma collègue Mélissa. Est-ce qu'on m'entend? Ah, là, on t'entend, oui. Ah, OK, j'ai monté le volume. Que je vais commencer par me présenter. Donc, mon nom est Mélissa. Je suis une femme autiste du Témiscouata. Je suis aussi une maman de 2 enfants de 3 et 5 ans. J'ai été diagnostiquée il y a tout juste 1 an, au mois près. Ce qui m'a porté à aller chercher mon diagnostic, c'était l'arrivée de ma 2e fille. Puis, je suis également tombée en épuisement autistique là, depuis ce temps-là. Donc, je crois m'en être sortie il y a seulement 2 mois. Donc, il a quand même duré pendant près de 2 ans. Et je suis aussi collaboratrice avec Isabelle là, sur le blog L'Adulte Autiste, dans lequel j'écris un article à chaque semaine. D'ailleurs, en fait, je vais prendre un petit moment pour vous présenter le blog L'Adulte Autiste. En fait, ce blog-là a été créé par Isabelle Fagui il y a 3 ans, suite à l'écriture de son livre. L'Adulte Autiste est disponible également là, sur sa page Facebook, qui est un livre très complet d'ailleurs. Puis le blog a été créé dans le but de sensibiliser les divers acteurs côtoyant les personnes autistes sur notre réalité et sur nos difficultés. Donc aujourd'hui, en fait, la manière que ça va fonctionner, c'est qu'on va y aller par section pour parler du sondage, et entre chaque section, on va répondre aux questions. Mais on vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure sur le chat. Et puis, ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions entre chaque section là, de notre présentation. Donc, le sondage avait été envoyé le 26 octobre et on a laissé 1 semaine pour les gens pour le compléter. Donc, il s'est terminé le 2 novembre. On a récolté un total de 63 réponses quand même. Puis, on a posé 3 questions principales. Donc, la première question, c'était quels sont les signes des surcharges que vous vivez avant, pendant et après un effondrement? La deuxième question, c'était quelles sont vos stratégies pour anticiper avant, pour diminuer les symptômes pendant et pour permettre un rétablissement après. Donc, et finalement, la troisième question, quels sont les signes qui étaient perçus par l'extérieur, par les gens qui autour de nous? Donc, on va ici enchaîner avec les résultats du sondage. J'ai mis le top 5 ou le top 3 de chaque catégorie. Donc, au niveau des signes, le top numéro 1, c'est concernant l'hypersensibilité sensorielle. Donc, l'hypersensibilité sensorielle avait un total de 10 réponses. Au niveau de la capacité de concentration ou de l'attention, qui arrive en 2e position avec un total de 10 également. Au niveau de capacité de communication ou du contact social également, qui arrive avec 15 réponses. Le repli, le retrait sur soi, là, que j'ai jumelé ensemble, et l'irritabilité, qui arrivait en 3e position, en 4e position, pardon. Et finalement, la baisse d'énergie, qui arrivait également en dernière position. Donc, ça, c'était pour la section de la question numéro 1, pour les signes perçus. Ici, pour la deuxième question, quelles sont vos stratégies? Il y a 4 points principaux qui ont été relevés. En fait, le premier point, c'est le retrait. Donc, il semble inévitable qu'en fait, on ait besoin de se retirer lors des surcharges, que ce soit au niveau un retrait sensoriel, un retrait de l'environnement ou un retrait des contacts sociaux. Comme on peut voir dans le retrait sensoriel, on a 32 réponses qui fait part que les gens se retirent au niveau de toutes les stimulations sensorielles, le son, tactile ou visuel. Au niveau de l'environnement, on a un total de 36 réponses, donc ils veulent vraiment comme s'échapper de l'environnement. Et pour les contacts sociaux, c'est aussi un total de 32 réponses. Donc, c'était très populaire comme réponse. En deuxième point, on a le repos.
Par le repos, ça peut être simplement se coucher dans le lit, là, c'est pas nécessairement dormir, mais le repos, elle arrive en deuxième position avec un total de 27 réponses. En troisième point, on a aussi la pratique d'intérêt spécifique, qui a un total de 15 réponses. Donc, ça peut être, peu importe, là, c'était très varié, c'était écouter de la musique, aller marcher dans la nature, ou ben il y en a qui le spécifiaient pas, que c'était vraiment intérêt spécifique qui était mentionné. Pour les gens, on montre rapidement le tableau, mais le tableau va être disponible. Vous allez pouvoir le regarder en détail, le télécharger sur votre ordinateur. Donc, on vous montre simplement pour vous montrer qu'on vous a préparé un tableau, mais il va être disponible pour consultation après l'émission. Donc, pour la dernière question, c'était pour les signes perçus de l'extérieur ou de l'entourage. En fait, ça a été assez surprenant. Donc, la fatigue est le top numéro 1 avec 38 réponses, de loin le numéro 1. Donc, il semble que les premiers signes vus par l'extérieur soient qu'on ait l'air fatigué, épuisé, suivi par des signes de difficulté de communication avec 11 réponses et de repli ou de retrait sur soi également avec 11 réponses. Donc ici, j'ai fait un petit comparatif de ce que ça me venait en esprit quand que je voyais ces résultats-là. Juste avant, je vais mentionner en fait que tous les signes de surcharge causent une perte d'énergie qui engendre une fatigue, d'où le haut score dans les signes perçus de l'extérieur, qui était 38, et des stratégies adoptées pour recouvrer l'énergie, qui est de 54. Donc, on voit vraiment que les signes perçus de l'extérieur et aussi des stratégies adoptées sont vraiment le corrélatif en nombre de nombre élevé là, des résultats. Toutefois, cette fatigue est causée par plusieurs symptômes différents. Donc, il y a plusieurs choses qui causent cette perte d'énergie. Donc, voici le top 5 des signes, symptômes et le comparatif, en fait, que j'en ai fait. Au niveau de la communication et des contacts sociaux. Donc, cette catégorie comporte 30 réponses, dont 20 réponses démontrent une diminution. Non, c'est parfait comme ça. OK. Parfait. Désolée. Mais c'est parfait. Fait qu'au niveau de la communication et des contacts sociaux, cette catégorie comporte 30 réponses, dont 20 réponses qui démontrent une diminution, une difficulté ou une intolérance, voire même une incapacité de communication ou de contacts sociaux, et 10 dont le ton ou le débit de la parole était modifié. Donc, en fait, je trouve que c'est logique. Si on poursuit avec les stratégies dont s'isoler et éviter les discussions et contacts sociaux, se retrouve en troisième position avec 32 réponses. Dans les signes perçus de l'extérieur, les difficultés de communication et le retrait-repli cumulent 22 réponses. Au niveau de l'environnement, 30 réponses incluent les signes d'envie de se retirer de l'environnement, de se déconnecter ou l'envie de s'y échapper. D'ailleurs, dans les stratégies, 36 réponses confirment que les personnes se retirent effectivement de l'environnement dans lequel la surcharge a eu lieu. Dans les signes perçus de l'extérieur, le retrait arrive en deuxième position avec 11 réponses. Au niveau du traitement de l'information, on a eu 21 réponses qui démontrent des signes lors des surcharges, dont l'incapacité de concentration ou d'attention. On a aussi une désorganisation de la pensée et des difficultés à réfléchir. Et aussi, on voit qu'on peut procrastiner, donc remettre à plus tard certaines tâches. Dans les stratégies nommées, seulement 12 réponses démontrent que les personnes se retirent des causes menant aux surcharges pour éviter de devoir séparer sa concentration sur plusieurs tâches simultanément ou d'en faire moins dans la journée aussi. Dans les signes perçus de l'extérieur, la difficulté à bouger pourrait être incluse ici puisque les mouvements sont des étapes à effectuer. Par exemple, se lever pour aller faire du ménage. Et on peut venir à restreindre aussi ces mouvements-là à faire, donc des actions ou des gestes. De plus, en réduisant le nombre de tâches à effectuer, nous avons donc plus de temps pour nous reposer, comme nous le mentionnons dans la section de l'énergie. Donc, en fait, le retrait, la fatigue et la difficulté de communication ont également leur place au niveau des signes perçus. Fait qu'en fait, il semble y avoir moins de stratégies ici qui ont été découvertes ou qui sont appliquées pour gérer les surcharges reliées au traitement de l'information. Au niveau de l'énergie, on a eu un total de 23 réponses qui affirment ressentir une baisse d'énergie.
Dans les stratégies, on a un total de 54 réponses qui proposent le temps de repos, de pratiquer un intérêt spécifique ou prendre un temps pour se ressourcer. Donc, dans les signes perçus de l'extérieur, la fatigue est le signe le plus apparent avec 38 réponses. En quatrième position, mais les stratégies sont en deuxième position et les signes extérieurs en première position, ce qui démontre que les nombreuses stratégies appliquées sont visibles et demandent une collaboration de l'entourage pour respecter le retrait, le repos et le temps de ressourcement. Au niveau sensoriel, on a eu 13 réponses qui mentionnent des signes au niveau des sens, dont l'hypersensibilité ressentie et la difficulté à maintenir le regard. Au niveau des stratégies, 58 réponses proposent des stratégies au niveau des sens, dont le retrait des stimulations sensorielles, qui était un nombre de 32, les mouvements répétitifs, le stimming, fidget ou l'utilisation de fidget toy, le balancement, qui est un total de 14, et l'utilisation de bouchons et de casques, qui avait aussi un total de 12. Au niveau des signes perçus de l'extérieur, le retrait, donc c'était un total de 11 réponses, serait le signe qui ferait partie de cette catégorie. Donc, ce que moi j'en ai relevé comme analyse, c'était que plusieurs outils existent déjà, donc qui peut être donc c'est peut-être ce qui fait que c'est plus facile pour gérer les au niveau sensoriel. De plus, les surcharges sensorielles sont très connues aussi et nous sommes sensibilisés à ce sujet. Donc peut-être que les signes peuvent être mieux reconnus de l'extérieur. Donc ça c'était pour la section, ça termine la section pour l'analyse du sondage. Je peux enchaîner avec mes réponses au sondage. Oui, je pense qu'on n'a pas de questions. Je n'ai pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans le chat. On va essayer d'y Donc, moi, répondre. Exact. Donc, bon, je vais enchaîner avec mes réponses au sondage. C'est ce que moi, j'aurais répondu si je l'avais complété. Donc, concernant les signes avant, pendant et après. Donc, moi, ce que je ressens avant une surcharge, c'est de la confusion mentale. J'ai de plus en plus de difficultés à réfléchir ou à aligner mes pensées. Je commence à ressentir une certaine raideur corporelle ou voire même un début de douleur. Je ressens vraiment quelque chose dans mon corps. Et je commence à faire de l'anxiété aussi. Donc là, moi, c'est les signaux sur lesquels je dois mettre en place des stratégies pour anticiper les surcharges. Si je suis pas en mesure de le faire, à ce moment-ci et que la surcharge entre, eh bien à ce moment-ci, les signes que je ressens, c'est une douleur vive, vraiment. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment une grande douleur. Une raideur dans mon corps, j'ai de la difficulté à bouger littéralement. J'ai de la difficulté à réfléchir ou à m'organiser mes pensées. De la difficulté à communiquer aussi. Ça me demande beaucoup d'énergie de communiquer à ce moment-là. Mes capacités de concentration sont très diminuées. Ma respiration est aussi modifiée. Je dirais qu'elle soit accélérée ou difficile même. L'irritabilité aussi visible. L'agitation physique. J'ai un sentiment de panique. Toutes les sens aussi sont exacerbés également. Et puis, c'est tout ça en fait est perçu comme des agresseurs. Concernant les stratégies que j'utilise, j'ai oublié la section après. Donc, après, c'est sûr que je ressens aussi beaucoup d'épuisement, comme c'était populaire. Je ressens de la culpabilité quand que j'ai été obligée de me retirer alors que mes enfants étaient là puis que mon conjoint a dû s'en occuper seul. Le soulagement, parce que c'est comme le soulagement qu'on ressent qu'après avoir vécu une grosse douleur qui disparaît. Donc, ça, c'était pour la première question. La deuxième question, qui est concernant les stratégies. Donc, avant, j'essaie de diminuer les sources de surcharge avant que celles-ci ne surviennent ou ne s'accentuent. J'en parle aux personnes autour de moi pour qu'ils essaient de m'aider, soit à prendre en charge une tâche que je suis plus capable ou de diminuer les contacts sociaux, par exemple. Sinon, en fait, dès que je peux, je me retire aussi.
Si je suis dans un environnement dans lequel je peux me retirer, dans une pièce calme, c'est sûr que c'est mon premier réflexe. Advenant le cas que j'ai pas pu me retirer à ce moment-ci, c'est d'utiliser, mettons, des bouchons déjà, puis de diminuer le niveau sensoriel. Donc, les bouchons, je peux aussi fermer les yeux. Exemple, en voiture, ça m'arrive qu'il y ait trop de détails à voir. Des fois, je ferme les yeux en voiture. Mais je conduis pas, là. Je suis la passagère, j'aime mieux le dire. Oui, tu fais bien de le dire. Puis sinon, en fait, je me mets aussi en mouvement. Pour diminuer les douleurs puis les tensions, l'agitation, je vais aller marcher. Ça me fait vraiment du bien aussi. J'écoute la musique. J'ai des musiques préférées dans ces moments-là. Puis je cesse toute interaction. Je le dis vraiment aux personnes qui sont proches de moi que je dois cesser de parler. Et je bouge le moins possible. Et une fois que l'effondrement est passé, à ce moment-ci, je conserve un moment de repos. Je reprends pas tout de suite mes activités au rythme normal. J'essaie de rester seule aussi. Je fais, bien sûr, je m'adonne à un intérêt spécifique ou à quelque chose pour prendre soin de moi. Je peux aller marcher, comme je disais encore, si c'est pas pendant, ça peut être après aussi. En parler à une personne proche de moi, une personne de confiance que j'ai vécu un moment difficile, puis parfois de juste échanger, ça permet de se déculpabiliser, entre autres. Puis aussi, moi, j'ai mis en place un journal de surcharge aussi que j'aime bien compléter, qui permet plus d'une espèce de rétroactive là, au niveau du développement personnel, qui permet plus de voir pour anticiper les prochaines. J'en parlerai plus en détail dans un prochain article d'ailleurs. Et puis finalement, je vais terminer avec la troisième question, qui est les signes vus de l'extérieur. Donc, j'ai sondé mon conjoint. C'est sûr que ça, il sent beaucoup mon irritabilité. Parce que si je suis incapable de me retirer de ce qui cause les surcharges, l'irritabilité rentre parce que ces éléments agresseurs-là sont perçus justement comme agresseurs, donc je deviens irritable par rapport à ceux-ci. C'est sûr que j'essaie de me replier sur moi. Je rentre dans ma bulle pour couper toutes les stimulations sensorielles. Donc, j'ai l'air distraite. J'ai l'air dans ma bulle carrément. Des fois, on me parle puis j'entends plus. Puis, je peux sembler figé, raide. Tu sais, je vais avoir une posture assez... comme si mes muscles étaient contractés aussi. Ou je peux faire un saut si on essaie de me toucher ou des choses comme ça parce que c'est comme un réflexe de mon corps. C'est pas mal les éléments qui ont été relevés. Donc ça termine les réponses au sondage que moi j'avais. Et aussi, je vais donner la parole à ma collègue Isabelle pour la suite. OK, merci beaucoup premièrement pour ta présentation, Mélissa, c'était vraiment intéressant. Bon, on va parler de mes réponses au sondage. Donc moi, mes signes de surcharge, c'est de la confusion, de la difficulté à communiquer, à pouvoir aller jusqu'à être incapable de parler ou de comprendre ce qu'on me dit, baisse des facultés cognitives, de l'agitation, de la fatigue, l'incapacité de me garder une face convenable. Je peux avoir une expression faciale complètement pas appropriée pour la situation, des postures inhabituelles, de l'impatience, de l'anxiété, puis j'ai encore plus d'anomalies sensorielles. Mes stratégies, outils, c'est premièrement, je m'accorde maintenant le droit de pleurer, de faire des stéréotypies, de faire de l'écholalie, c'est-à-dire répéter des mots, des phrases, des sons. Je m'accorde de faire des activités agréables et relaxantes au quotidien pour m'aider à prévenir les effondrements. J'adapte mon emploi du temps en fonction de mes capacités, ce que je faisais pas avant. Je pratique une activité physique modérée, ça m'aide à évacuer les tensions. J'utilise mes outils et mes techniques pour mes anomalies sensorielles. Par exemple, je mets des bouchons dans mes oreilles, des lunettes soleil, utiliser ma couverture lestée. Je vais demander plus d'explications quand je comprends pas. J'hésite plus maintenant à dire que j'ai des difficultés, j'ai besoin de plus d'explications. Demander plus de temps, déléguer, reporter des tâches, complètement annuler une tâche qui n'est pas absolument nécessaire. Prendre plus de pauses, gérer le mieux possible mon sommeil. Donc ça, c'est toutes des stratégies que moi j'ai développées pour essayer de faire moins d'effondrement autistique.
OK. Maintenant, on va vous parler du sujet on a pas mal fini avec les résultats du sondage. Donc, si vous avez des questions sur les résultats du sondage, vous pouvez les écrire. Ils vont être publiés, là, les résultats, comme j'ai dit tout à l'heure. On vous a conçu, en fait, je vais vous la montrer, une boîte à outils. On va mettre le lien sur notre blog. Donc, c'est une page sur archive.org sur laquelle il y a toutes sortes de fichiers Excel que Mélissa et moi avons rédigés sur le sujet de l'effondrement. Et il y a entre autres les résultats du sondage. Donc, vous pourrez aller télécharger tous ces fichiers qui vont pouvoir vous aider pour apprendre des stratégies, apprendre premièrement qu'est-ce que c'est l'effondrement statistique, puis des stratégies, outils et les résultats du sondage. Donc, vous allez avoir tout ça dans la même page. Donc, j'avais envie de vous parler un peu de qu'est-ce que c'est la surcharge cognitive, l'effondrement autistique et tout ça, parce qu'il y a sûrement des personnes qui vont regarder cette émission. L'émission est enregistrée là, pour ceux qui ne vont pas être live et qui vont pas nécessairement être autistes et donc qui vont pas nécessairement savoir qu'est-ce que c'est tout ça. Alors, je vais vous parler un peu de la surcharge cognitive. Donc, qu'est-ce que c'est la surcharge? Ben, toutes les personnes autistes, elles ont une limite de tolérance. Puis au-delà de cette limite-là, ils vont se retrouver en état de surcharge. Les causes de surcharge, ça peut être des causes de nature cognitive, sensorielle ou émotionnelle. Je vais vous donner des exemples de causes fréquentes qui ont été mentionnées dans le sondage et aussi, moi j'avais fait une série de 300 presque entrevues pour la rédaction de mon livre L'adulte autiste et j'avais aussi à ce moment-là sondé les gens sur qu'est-ce qui leur cause des surcharges. Alors je vais vous dire en bloc les réponses. Alors, premièrement, trop d'informations sensorielles. Et ça, c'est peu importe le sens ou les sens. Par exemple, ça peut être l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, mais ça peut aussi être la proprioception, c'est-à-dire savoir où mon corps se trouve dans l'espace, l'équilibre, la thermoception, c'est-à-dire est-ce qu'il fait froid ou chaud, l'interoception, est-ce que j'ai faim, soif, envie de pipi, toutes ces choses-là. Est-ce que j'ai de la douleur? Donc ça, tout ça, ça peut être hypersensible chez la personne autiste. Donc ça peut être causé la surcharge par un seul stimuli qui est vraiment trop fort ou par le fait que la personne va être exposée sur une longue période à plusieurs stimuli stressants. Par exemple, quand j'essaie de suivre une conversation dans un environnement qui est bruyant, ça peut me causer une surcharge. Ou si je dois essayer de me concentrer à conduire une automobile dans un endroit où il y a plein de distractions visuelles. Il existe aussi d'autres anomalies sensorielles à part les hypersensibilités. Il y a aussi les hyposensibilités. Ça, c'est par exemple une personne qui ressentirait pas la douleur ou qui a de la difficulté à entendre, même si elle n'a pas de raison physique d'avoir de la surdité. Il y a le bruit blanc, ça c'est la personne, elle va avoir comme anciennement de la neige dans la télé, c'est-à-dire il va y avoir des interférences dans la perception de un ou de plusieurs de ses sens. Et il y a aussi la synesthésie. Par exemple, il y a des gens qui vont goûter les couleurs. Donc s'ils voient une couleur, ça va faire un goût dans leur bouche. Donc c'est des connexions entre les sens dans le cerveau. Une autre catégorie de causes de surcharge, c'est la surcharge émotionnelle. Donc par exemple, si on vit des émotions très vives, ou encore si on n'arrive pas à démêler ses émotions. Puis ça, c'est fréquent chez les personnes autistes. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont de la difficulté quand elles vivent un paquet d'émotions, elles sont pas capables de dire je vis ça et ça et ça, ça va être comme tout mêlé. Moi, j'arrive maintenant à le faire, mais j'ai 45 ans, je veux dire, j'ai réussi à faire ça à peu près à l'âge de 40 ans, donc tout le reste de ma vie, j'arrivais pas à démêler des boules d'émotions. Une autre sorte de cause, c'est la fatigue, que ce soit de la fatigue physique ou cognitive. Donc, par exemple, fatigue physique, c'est évident, tout le monde comprend, mais fatigue cognitive, ça peut être, par exemple, j'ai reçu trop d'instructions, il y a trop d'étapes à faire, trop de tâches, je comprends pas, je me souviens pas de toutes les étapes, j'arrive pas à les exécuter dans le bon ordre, ou il y a quelqu'un qui me donne trop d'informations verbales d'un seul coup et j'arrive pas à interpréter ça en temps réel, on va dire. Il y a aussi une autre sorte de cause, c'est tout ce qui est la confusion. Donc, s'il se passe quelque chose puis on ne sait pas comment y réagir, il y a un imprévu, il y a un changement. Les personnes autistes ont tendance à avoir une lenteur de traitement parce qu'on traite les choses de manière très précise et donc ça nous prend plus de temps. Et donc, on a de la difficulté à réagir aux situations chaotiques, aux situations nouvelles, aux imprévus. Et ça peut amener une surcharge. Une autre chose qui est moins connue, c'est les situations injustes. Les personnes autistes sont extrêmement sensibles à toutes les situations d'injustice, que ce soit elle qui vit la situation d'injustice ou si elle est le témoin impuissant d'une situation d'injustice. Par exemple, avec son collègue de travail vit une situation d'injustice.
c'est quelque chose qui est vraiment insupportable pour les personnes autistes puis qui peut engendrer une accumulation de tension. Une autre catégorie, c'est les infections, les blessures, surtout s'ils sont pas diagnostiqués, puis parce que souvent on ne perçoit pas à cause des difficultés d'interoception qu'on a une blessure ou une infection. Et aussi, on n'est pas nécessairement capable de communiquer efficacement, et ça, c'est la dernière catégorie de causes. Donc, si je suis pas capable de partager mes idées, mes opinions, mes besoins, mes émotions, de faire respecter mes limites, c'est sûr que ça va amener une accumulation de tension qui va finir par une surcharge. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur notre blog Facebook qui décrit assez bien ce que c'est la surcharge. Il dit « Je vais tenter de vulgariser ce qu'est un effondrement autistique. » Il dit « Ouvrez votre ordinateur et ouvrez le plus de pages Internet possible. Plus vous ouvrez de pages, plus le système y ralentit. À un moment, pouf, tout lâche et s'éteint. Vous pouvez réallumer votre ordinateur, mais il va se mettre à surchauffer. » Bon, lorsqu'on demande à une personne autiste de faire plusieurs tâches, la personne autiste, elle analyse chaque tâche en micro-étapes. Ces étapes correspondent à une nouvelle page qu'on ouvre sur Internet. Et chaque imprévu dans la journée, c'est comme s'il y avait une nouvelle tentative de virus de s'installer dans votre système. À la fin d'une journée de travail, si on calcule le nombre de pages ouvertes dans le navigateur et toutes les tentatives de virus, nous nous rendons compte qu'il serait peut-être temps d'en fermer quelques-unes. Cependant, fermer des onglets, ça peut prendre beaucoup de temps pour une personne autiste. Avec l'accumulation, une fin de semaine, ça suffit pas pour diminuer assez de fenêtres ouvertes. Il y a plusieurs qui essaieront de réparer l'ordinateur par diverses stratégies, mais parfois, essayer d'aider, ça peut empirer les choses. Il poursuit en disant « Ma charge est à 0. Un simple rayon de soleil, ça vient m'affecter comme si j'étais à 2 pouces du soleil. Tous les stimuli sont trop intenses. Le simple bruit des gouttes de pluie, habituellement, ça m'apaise, mais c'est perçu par mes sens comme des jeunes qui apprennent pour la première fois à jouer de la flûte. » À la fin de la citation. Et je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouvais sa citation vraiment pertinente. Ah, c'est super bien expliqué, en fait. Ça met vraiment une belle image en tête, là. Puis, non, vraiment, là, c'est... Ok, alors je vais poursuivre maintenant avec l'effondrement autistique. Ce que j'ai à l'écran, c'est quelques pages de mon livre L'adulte autiste que j'ai inclus dans la boîte à outils. Donc j'ai extrait quelques pages sur les 1000 pages du livre. Et donc vous pourrez lire la section sur l'effondrement autistique, mais je vais vous résumer ce que je disais dans ça et dans d'autres textes que j'ai publiés plus tard. Donc, l'expérience de l'effondrement autistique qui est vécue par un observateur externe, donc quelqu'un qui me voit faire un effondrement, versus mon expérience interne, c'est très différent. Et habituellement, pour moi, c'est terrifiant de vivre un effondrement autistique. Bon, qu'est-ce que c'est un effondrement autistique? C'est la portion visible pour un observateur externe de la surcharge que vit la personne autiste. Pendant un effondrement autistique, la personne, elle a très peu ou plus du tout de contrôle sur ses gestes et paroles. Elle est même pas capable souvent d'assurer sa propre sécurité parce qu'elle n'a pas nécessairement une bonne conscience des dangers. L'effondrement autistique, ça devrait pas être considéré ni comme un accident sans cause, ni comme un trouble du comportement. L'effondrement autistique, ça devrait plutôt être considéré comme un mécanisme qui met en lumière la présence d'une ou de plusieurs éléments malsains ou dangereux pour la personne autiste, exactement comme la douleur sert à nous prévenir qu'il y a des choses dangereuses pour nous. D'ailleurs, ce qu'on ressent pendant une surcharge, Mélissa l'a décrit tantôt, c'est très similaire à ce qu'on ressent quand on a une douleur corporelle causée par une blessure ou une infection. C'est dommage, il n'y a juste pas de mots pour décrire l'espèce de douleur qu'on ressent, puis douleur est vraiment un bon terme en fin de compte. Ok. Une des choses qu'on entend souvent dire et que les gens confondent souvent, c'est l'accès de colère versus l'effondrement autistique. Je vais vous afficher un tableau que j'ai fait déjà sur ce sujet-là, qui va être aussi disponible dans la trousse, qui est un fichier PDF, donc vous pouvez imprimer et partager comme vous voulez. Donc, l'accès de colère, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'actions violentes qu'un être humain utilise quand il veut obtenir quelque chose
mais que ça lui est refusé et qu'il n'y a pas la capacité d'exprimer de manière plus adéquate les émotions qu'il ressent face au refus. Donc, l'accès de colère, c'est une forme de manipulation pour obtenir quelque chose qu'on désire. La personne, elle va contrôler finement ses gestes et ses paroles pour influencer l'autre personne. Durant l'accès de colère, la personne qui fait l'accès de colère, elle va vérifier régulièrement si ces manifestations de colère sont vues puis l'effet qu'elles produisent. Bon, les bambins, là, les petits-enfants de 2-3 ans sont particulièrement sujets aux crises de colère. Hein? Par exemple, quand ils veulent une friandise qu'on leur refuse. C'est sûr, ils n'ont pas d'autres moyens de communiquer mieux. Mais on voit aussi des adultes, peu importe leur neurotype, hein, autant chez les autistes que chez les non-autistes, on voit des gens qui font des crises de colère, même à l'âge adulte. L'effondrement autistique, lui, on l'a dit, c'est un état de surcharge qui est subi par la personne autiste quand elle se retrouve confrontée à quelque chose qui dépasse sa capacité de tolérance sensorielle, cognitive ou émotionnelle. Durant l'effondrement autistique, la personne, elle est peu ou pas du tout en mesure de communiquer, et puis elle n'est pas non plus en mesure d'évaluer ses propres états mentaux, donc je sais même pas comment je me sens, je suis même pas capable de le comprendre, puis encore moins comprendre les états mentaux des autres personnes. Donc, elle n'est pas consciente de la perception que l'autre a d'elle correctement, donc comment est-ce qu'elle va pouvoir manipuler. Donc, ce n'est pas de la manipulation, même si ça peut y ressembler. Souvent, les proches et les intervenants qui sont témoins d'un effondrement autistique, ils vont penser que c'est de la manipulation, puis ça m'a pris du temps à comprendre, mais à force de jaser avec des proches et des intervenants, j'ai réalisé que eux autres, ils connaissent pas le phénomène de la surcharge, ils la vivent pas. Donc, c'est dur pour eux de croire que ça existe, la surcharge, ils en ont jamais vécu. Alors, de leur point de vue, il n'y a pas de cause à l'effondrement autistique, ça survient sans raison, de leur point de vue. Et comme les manifestations extérieures de l'effondrement autistique ressemblent beaucoup aux manifestations d'un accès de colère, ben, ils vont conclure que la personne est en crise de colère et fait un accès de colère. Mais pourtant, les émotions qu'une personne autiste ressent après un effondrement autistique sont très différentes de ce qu'on ressent quand on fait un accès de colère. Hein? Quand on fait un accès de colère puis que ça marche, on a réussi à manipuler quelqu'un, on se sent comment? On se sent bien et j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Tandis qu'une personne autiste qui a, après un effondrement, on a eu des réponses dans le sondage et on voit plein de témoignages sur Internet et aussi dans les entrevues que j'avais fait, les gens disent tous la même chose, la honte, la culpabilité, l'humiliation. Ils se sentent tristes, même désespérés. Ils ont envie de disparaître. Ils ont peur que les autres veuillent plus d'eux dans leur vie. Ils ont très peur qu'un autre effondrement autistique se déclenche. Ils vivent de l'impuissance. Ils se sentent incompétents, confus. Ils ont l'impression d'être un monstre. Donc, c'est pas du tout le même genre d'émotion qu'on vit lorsqu'on a piqué un accès de colère. Donc, les interventions devraient être différentes aussi, parce que la personne n'est pas du tout dans le même état. Il y a deux sortes d'effondrements que les personnes autistes ont identifiés, l'effondrement de type explosion et celui de type fonte. En fonction, on a donné ces deux noms-là en fonction des signes externes observables. Les causes sont les mêmes. Donc, le type explosion, les anglophones vont utiliser le type meltdown. Les manifestations vont être variables selon les individus puis les situations, mais c'est toujours super évident. Même quelqu'un qui connaît pas l'autisme sait de quoi on parle. On parle de faire des gestes stéréotypés, faire des gestes violents comme frapper, se frapper, lancer des objets, faire de l'automutilation, crier, pleurer de manière incontrôlable. Donc c'est la crise d'autisme. Hein? Pendant un meltdown ou un effondrement de type explosion, le stress que la personne autiste a accumulé, toutes les tensions dont on a parlé tout à l'heure de surcharge, puis ça peut faire plusieurs jours ou semaines qu'elle accumule ça, bien, tout ça se retrouve déchargé vers l'extérieur. Le type fonte, ou en anglais ils vont dire shutdown, c'est un autre type, et lui, les manifestations sont plus difficiles à observer pour une personne de l'extérieur. Puis ils sont plus variables aussi. Mais ça inclut toujours ce que Mélissa a nommé à plusieurs reprises le retrait ou l'isolement. On l'a vu dans les réponses au sondage. D'ailleurs, on va aussi appeler ce type-là le type repli ou le type décomposition. La personne en shutdown ou en type fonte, elle essaie de rétablir son équilibre interne, mais sans extérioriser la détresse causée par le stress accumulé. C'est comme si elle veut garder ça en dedans d'elle. Elle sait qu'il faut pas le sortir.
Sauf que si elle parvient pas à rétablir son équilibre, ben elle va se retrouver en effondrement de type explosion. Bon, les adultes autistes, on a appris que c'est pas socialement acceptable de faire un effondrement de type explosion, puis on sait même que ça peut être dangereux pour nous-mêmes, puis pour les autres de projeter notre stress vers l'extérieur. Alors c'est pour ça qu'on essaie de l'intérioriser. Bon, bien sûr, les adultes autistes, ils ont aussi plus de maturité cognitive puis émotive qu'un enfant. On est plus capable de gérer nos émotions puis nos comportements. Puis ça, remarquez, c'est pas propre aux autistes. Même chez les neurotypiques, un parent neurotypique a plus de maturité que son enfant de 2 ans. Comment est-ce qu'on peut s'outiller pour prévenir et gérer les effondrements autistiques? Bien, la méthode de prévention autistique des effondrements autistiques la plus efficace, d'après moi, c'est aussi celle qui est la plus simple. Surtout si vous êtes un intervenant, on va parler aux intervenants et aux proches présentement, là. Croyez la personne autiste quand elle vous dit qu'elle n'est plus capable d'endurer ou de continuer à endurer un stimuli sensoriel ou une situation. Les adultes autistes cumulent normalement assez d'expérience de vie, au moins 18 ans, pour savoir ce qu'ils peuvent tolérer ou pas. Il y a une blogueuse autiste qui s'appelle Lena Hurt-Archer. Lena, elle est aussi médecin, elle pratique au Texas. Donc, j'ai traduit une de ses citations. Elle dit « Quand je prends le risque de perdre ton respect et d'avoir l'air ridicule en refusant de faire quelque chose qui te semble simple, c'est parce que la douleur, le stress et la frustration de tenter encore une autre fois de faire cette chose surpassent l'impuissance, la sensation de ridicule, la honte, la faiblesse et la culpabilité que je vis en t'avouant que je ne peux pas. » Fin de la citation. Donc, ça revient à ce que je disais, c'est que si la personne ose vous dire qu'elle est plus capable, c'est parce qu'elle est vraiment plus capable. Non, pas celui-là. Diagramme sondage. Je vais vous montrer un autre document qu'on a inclus dans la boîte à outils, qui est celui-ci. Bon, ça c'est un document qui peut très bien être utilisé par les intervenants ou pour former leurs collègues ou par les proches de personnes autistes pour former les intervenants, les employeurs, les écoles, etc. Donc, on a un résumé des signes avant et pendant les effondrements autistiques qui étaient les plus nommés dans le sondage, les signes après. Sur la deuxième page, on a un résumé des outils, stratégies et astuces qui ont été proposés par les personnes qui ont répondu au sondage. Et sur la troisième page, on a des conseils pour les aidants naturels, ça veut dire les proches, ou pour les professionnels qui interviennent auprès de personnes autistes. Donc, qu'est-ce que c'est les étapes qu'on pourrait faire pour se créer un plan de prévention puis de gestion des effondrements? Mais pour commencer, on pourrait observer puis noter ce qui déclenche un effondrement autistique pour soi-même ou pour notre proche ou notre client. Donc, comme Mélissa disait, elle tient un journal. C'est un excellent moyen. On peut déterminer comment limiter l'exposition aux stimuli sensoriels, mais aussi aux émotions, puis aux situations, par exemple les surcharges cognitives, trop d'instructions, trop d'étapes, qui vont déclencher l'effondrement autistique. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir des accommodements? Est-ce qu'on peut faire une entente avec nos proches? Est-ce qu'on peut adapter notre logement, déménager? Est-ce qu'on peut utiliser un autre moyen de transport, par exemple, si c'est conduire mon auto qui me cause la surcharge? Peu importe c'est quoi les déclencheurs pour la personne, il y a des solutions pour diminuer l'exposition aux déclencheurs, mais il faut être créatif, puis il faut aussi avoir l'ouverture d'esprit. Surtout si on n'est pas autiste et qu'on a de la misère à même accepter que ça existe, la surcharge. On peut aussi essayer de travailler sur est-ce que la personne, elle arrive à sentir venir, à savoir qu'elle est à veille de faire un effondrement. Ça m'a pris beaucoup d'années avant de savoir ça, d'être capable de sentir venir. J'étais pas assez consciente, assez à l'écoute de moi-même. Par exemple, est-ce qu'on sent l'accumulation de tension en soi? Et même si la personne le sent, est-ce qu'elle est capable de l'exprimer? Est-ce qu'elle a des moyens de signaler aux autres? Pas nécessairement verbalement, parce que comme j'ai dit, moi je deviens non-verbal, donc comment je vais être capable d'exprimer ça aux gens? Peut-être qu'on pourrait avoir un code, des signes, une carte de couleur spéciale que je sortirais de ma poche. Et est-ce que l'entourage connaît les signes observables? Par exemple, dans mon cas, je me mets à être extrêmement agitée, j'arrive plus à parler, j'ai un visage avec des expressions faciales très évidentes, donc
c'est très facile à observer, mais est-ce que mon entourage le sait? Et si la personne n'est pas capable de percevoir qu'elle se dirige vers un effondrement, ben comment son entourage pourrait lui faire savoir? Moi, c'est ça qui m'a aidé. J'ai eu quelques amis qui étaient très bonnes pour m'observer et qui me disaient, je constate présentement telle chose. Et ça m'a permis de, à force qu'ils me le disent à chaque jour, à un moment, j'ai réussi à moi-même en prendre conscience. Lorsque la personne, elle dit à son entourage qu'elle n'en peut plus, qu'elle se sent au bord d'effondrement, est-ce que son entourage, il respecte les limites ou est-ce qu'il la pousse à dépasser ses limites? Moi, c'était mon problème. Mon entourage m'a toujours poussé à dépasser mes limites. Donc, si vous êtes intervenant, c'est important aussi d'intervenir auprès de l'entourage pour leur expliquer la nécessité de ne pas dépasser ses limites. Est-ce que la personne utilise chaque jour ou plusieurs fois par jour des moyens pour se reposer? Comme je vous disais, moi, j'ai intégré dans ma routine des moments prévus pour faire des choses pour me relaxer, pour prendre soin de moi et pour évacuer les tensions. Par exemple, du sport, faire des stéréotypies. On peut aussi discuter avec la personne autiste des stratégies à utiliser pendant un effondrement. Mais ça, c'est pas le temps de faire ça quand la personne vient juste de faire un effondrement. Ou quand elle t'éveille d'en faire un ou pendant l'effondrement. Il faut faire ça quand c'est un moment de calme. Quand vous êtes calme, quand la personne autiste est calme, là, c'est un bon moment pour discuter de ça, de qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider quand je vois que tu es très à veille de faire un effondrement ou que tu es en train de faire un effondrement. Puis testez les outils et les stratégies que vous décidez. Il y a plein d'outils et de stratégies qui ont été proposés par les gens dans le sondage, qui vont être dans le fichier, mais testez-les avant, pas pendant un effondrement, c'est pas le bon moment. Après l'effondrement autistique, la personne elle peut avoir besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Elle va être fatiguée, on l'a vu tout à l'heure, hein, les gens disent qu'ils sont épuisés, fatigués, ils ont besoin de repos. Si elle a perdu la capacité de communiquer aussi, comme ça m'arrive, ça se peut que ça prenne des heures avant que je sois capable de recommencer à communiquer. Il faut que les gens comprennent ça, sinon ils essaient de me parler, puis là ça redémarre une surcharge. L'épuisement après un effondrement autistique, il n'est pas juste physique, il est aussi cognitif, émotif, sensoriel. On a vu tantôt toutes les émotions négatives que ça fait vivre l'effondrement. Donc imaginez-vous l'état émotif de la personne. C'est pas le temps de commencer à la culpabiliser, elle est déjà en train de s'auto-culpabiliser. Donc c'est important de limiter les stimuli sensoriels, les émotions difficiles, la charge cognitive dans les heures qui suivent un effondrement. Parce que la personne elle a une capacité de tolérance diminuée, puis ça reste diminuer pendant plusieurs heures, puis même des fois plusieurs jours après l'effondrement. Là, j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais dans le chat, Mélissa, que tu voulais qu'on regarde avant que je continue? Parce qu'on serait rendu à une période de questions et discussions, là. Ouais. Il n'y a pas eu des questions directes. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'interoception. Il n'y a pas eu de réponse précise. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient des questions à nous poser. Non, c'est lui. Okay. Ben, en attendant que voir si les gens vont écrire des questions, moi je peux vous dire que dans la boîte à outils sur le site archive, j'ai mis le script de l'émission, donc c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit aujourd'hui à propos de la surcharge cognitive, c'est ici. Et je vous ai mis aussi vers la fin un lien vers des études, les quelques rares études scientifiques qui parlent de l'effondrement autistique, de la surcharge, du burn-out autistique. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le chiffre pour aller lire ces études-là, vous avez les liens, vous pouvez cliquer dessus, elles vont s'ouvrir. Et je vous ai mis aussi quelques vidéos de blogueurs autistes qui donnent leur vision de qu'est-ce que c'est l'effondrement autistique pour eux et la surcharge. Donc, vous pourrez aller écouter leurs témoignages. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses en français. Si jamais vous êtes une personne autiste qui tient un vlog et que vous avez fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à nous envoyer le lien puis on pourra le partager sur notre page L'adulte autiste parce qu'on a eu beaucoup discuté à trouver des choses en français sur l'effondrement autistique. Donc, par exemple, il y avait cette étude-ci, il y avait une autre étude. Donc, vous allez avoir les liens vers ces études-là. Et
Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à notre blog, Mélissa et moi, et aussi notre collègue Jeff, nous publions régulièrement sur le blog L'Adulte Autiste sur Facebook. Donc, si vous marquez L'Adulte Autiste dans Facebook, dans la barre de recherche, ça va sortir. Donc, vous pouvez vous abonner, puis suivre nos publications, on publie des outils pour les intervenants. On publie aussi des réflexions. Jeff publie des petits poèmes, des petites histoires. Donc, il y en a pour tous les goûts. Mélissa, voulais-tu ajouter autre chose? Moi, j'ai terminé avec ce que je voulais dire. Non, ben en fait, moi je vais partager là, le journal des surcharges que j'ai jeudi prochain. Ça va être le sujet de mon article. Sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va mettre fin à cette émission. Je veux vous dire que si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez nous entendre, vous pourrez nous écrire soit via Twitch ou via Facebook pour nous dire vos suggestions, que ce soit pour des textes d'ailleurs là, pour le blog ou pour d'autres émissions live. S'il y a des sujets qui vous intéresseraient, c'est ça, on est intéressé à savoir vos préoccupations et répondre à vos questions. Ben, bonne journée! Bonne journée!